Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette séance. Pour me présenter brièvement, je suis journaliste à Mediapart où je travaille sur l'écologie, beaucoup sur le climat et donc pas mal sur les questions de transition énergétique et de transition écologique. Et j'ajoute que par ailleurs je suis presque voisine de ce bâtiment car j'habite Aubervilliers et, depuis plusieurs années maintenant et que c'est pas indifférent à mon sujet de travail et peut-être à ce que je vais dire ce soir. Je fais notamment partie d'un collectif qui a organisé depuis 1 an et demi ce que nous avons appelé des toxic tours, c'est-à-dire des visites guidées de lieux de pollution qui sont également des lieux d'émissions de gaz à effet de serre et que l'initiative que nous avions prise à plusieurs habitantes et habitants de ce département alors que se profilait la COP21, le sommet sur le climat. Et notre démarche était d'essayer de donner une existence, en tout cas une visibilité à la dimension territoriale du dérèglement climatique qui, dans ces négociations internationales, est toujours abordée de manière globale, internationale, du fait de la manière dont ces négociations sont structurées. Et nous voulions attirer l'attention sur le fait que le changement climatique est un accélérateur d'inégalités et que nous sert déjà en Seine-Saint-Denis. Je m'arrête là, mais on peut éventuellement en discuter après, parce qu'en réalité, ce n'est pas sans lien avec, je pense, le sujet de ce soir, même si, à titre personnel, je suis assez mal à l'aise avec la notion de développement, et c'est pourquoi je vais le prendre de manière, en réalité, assez biaisée, mais j'espère que ça pourra nourrir la discussion entre nous. Alors, pour commencer tout de suite, moi j'aimerais commencer avec une notion que vous avez déjà discutée dans votre intervention, la notion des besoins. De quoi avons-nous vraiment besoin ? Et on pourrait commencer en citant une conférence qui a été tenue en 1884 par un socialiste utopiste, William Morris, qui avait donc fait cette intervention qui a été récemment traduite ou retraduite en français et qui s'appelait « Comment nous pourrions vivre ?» Plus d'un siècle plus tard, nous pourrions reformuler la question « De quoi vraiment ne pourriez-vous pas vous passer pour vivre ?» Et qu'est-ce qui s'est passé finalement en un siècle ? Eh bien, il me semble qu'on est passé de ce moment bien connu, et puis évidemment notamment ici, avec la publication de la critique du programme de Gotha par Karl Marx, 1875, où on lit notamment « Quand avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi, et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » Phrase et citation immensément connue. Sauf qu'aujourd'hui, cette expression « à chacun selon ses besoins », c'est sans doute exactement ce qu'on ne peut plus demander. Pourquoi ? À cause du dérèglement climatique, de la pollution généralisée des airs et des mers, des extinctions massives d'espèces qui manifestent les limites de notre monde. À chacun selon ses besoins, cet idéal était progressiste et libérateur sur une planète peu industrialisée et peu urbanisée, apparemment illimitée. Il devient conservateur et régressif alors que notre globe se réchauffe dangereusement et que si nous vivions tous comme des Américains, il nous faudrait 5 planètes. Les impacts que nos modèles de vie infligent à notre écosystème menacent plus particulièrement certaines personnes. Nous ne sommes pas tous égaux face à ces dérèglements, habitant des zones polluées, des zones côtières, des régions arides, et créent ainsi une nouvelle forêt d'inégalités. Nous ne sommes pas tous égaux face à la crise climatique. Certains en souffriront davantage et en souffrent déjà davantage. La satisfaction des besoins supposés des uns dégrade les conditions d'existence des autres. Elle endommage aussi le cadre de vie des générations futures. C'est donc intenable. Et la difficulté, c'est qu'il devient impossible, est-ce que ça l'a jamais été ? En tout cas, on peut considérer qu'on ne peut plus séparer aujourd'hui les faux besoins des vrais besoins et on ne peut pas satisfaire tous les besoins. On est dans une impasse théorique et qui est dans un dilemme profond, très important. Ce problème irrésolu nous empêche d'agir. Il faudrait donc penser autrement. Par exemple, au lieu de s'interroger sur nos besoins,
se demander si cette question n'est pas d'une certaine manière absurde. Quelle prétention finalement à croire que nous savons ce qu'il nous faut, que nous sommes lucides et bien informés sur ce sujet impossible, que nous sommes des acteurs rationnels, capables de prendre les bonnes décisions. Au fond, que nous avons toujours raison et que nous ne nous trompons jamais. Quelque part, n'est-ce pas exactement le mensonge du néolibéralisme qui ne voit les humains que comme des mécaniques doués de facultés d'analyse, sans considération pour leur situation inégalitaire face à ce choix? Quel aveuglement ensuite à imaginer que ce choix n'appartient qu'à chacun d'entre nous, comme si nos actes n'avaient pas de conséquences sur le reste du monde. Comme s'il n'était que pure abstraction. N'est-ce pas la définition même du déni de réalité? Qu'est-ce qui m'empêche de vouloir contribuer positivement à mon monde? De quoi le reste du monde a-t-il besoin venant de moi? N'est-ce pas là la question qu'il faudrait plutôt se poser? Pour beaucoup d'entre nous, la liberté, c'est de faire ce qu'il nous plaît. Et pourtant, on comprend bien que, dans ces situations, c'est l'inverse qui serait en réalité la liberté. C'est la croyance erronée que nous sommes des individus libres et autonomes qui nous assomme en nous coupant de notre milieu. Il y a toute une famille, des générations de penseurs de l'écologie qui ont travaillé là-dessus, l'interaction entre le milieu et l'individu. Donc, ce qui nous assomme en nous coupant de notre milieu, entendu comme les autres humains, la nature, les générations futures. Sans conscience de la relation d'interdépendance qui nous lie à notre environnement, nous nous croyons seuls au monde, mais cette distance nous est préjudiciable, car elle nous prive d'un pouvoir, celui de comprendre son milieu et d'y agir. On pourrait ainsi reformuler le problème initial, en laissant tomber, peut-être momentanément, je ne sais pas, cette question des besoins, en changeant d'approche et en essayant de regarder du point de vue de l'empowerment, de la prise de pouvoir, de la reprise de pouvoir sur sa propre vie. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, comprendre notre milieu et tenter d'agir changerait notre échelle de valeurs. Valoriser l'attention au monde, la préservation de ses richesses naturelles, la sobriété énergétique, que vous avez abordé, la solidarité internationale, la générosité intergénérationnelle, tout cela, si on le valorisait, nous libérerait de l'omniprésente injonction à la performance comme principal critère de réussite sociale. Mais surtout, nous ne serions plus isolés face à ce système de valeurs. La violence du néolibéralisme naît de l'individualisation des contraintes. L'adoption de critères alternatifs d'appréciation, à l'inverse, pourrait collectiviser la charge. La société tout entière deviendrait responsable de leur accomplissement, puisque seule l'action collective pourrait prétendre y parvenir. Ainsi, nous en partagerions nécessairement l'effort les uns avec les autres. Nous ne sommes pas des îles séparées, isolées complètement les uns des autres, un continent isolé du reste de l'univers. Cette représentation s'épuise. Rien ne garantit que cela suffise à réduire nos impacts environnementaux. Par contre, cela promet déjà de nous soulager de l'enfer de la pression sociale au succès individuel. Alors c'est un peu abstrait, et pour continuer dans cette direction, j'ai recueilli quelques exemples que je vais vous présenter, dont on pourrait discuter éventuellement après, mais pour amener en gros à l'idée que j'avais envie d'apporter un peu ici, qui était l'idée de finalement interroger cet objectif de bien commun, de bien public que vous posiez en introduction, de voir comment est-ce que ça peut s'articuler avec la question du rôle individuel et de l'espace individuel. Et pour dire que, d'une certaine manière, ce que le développement précédent peut nous conduire à une idée, celui de nous déprivatiser. Donc pas simplement penser la déprivatisation de systèmes économiques ou de modes de gestion territoriale, mais aussi de soi-même. Alors, en finir avec le dogme de l'espace privé inaliénable et imperméable à son extérieur. Faire de la place au public dans notre intimité. Penser des formes de socialisation de soi. Se transporter d'un monde individuel à un monde commun. Par exemple, si on reprend l'idée du changement climatique, dans le changement climatique, quand on habite en ville et qu'on ne possède pas de voiture, par exemple, son principal canal, sa principale contribution au dérèglement climatique, à l'émission de CO2, en général, c'est son chauffage. Et c'est aussi sa consommation alimentaire. Mais ce sont donc des actions, voilà, c'est des choses qui correspondent, des consommations qui correspondent à des actes quotidiens.
C'est pour ça qu'un des chapitres du livre que j'ai publié il y a 2 ans, dont j'extrais ces passages, portait sur ma chaudière, et j'avais appelé « Ma chaudière est un scandale politique ». Dans ce sens-là, c'est ma chaudière, ça se passe chez moi, dans mon salon, dans mes factures de gaz, dans mes tuyaux, dans les tuyaux de mon sous-sol, mais c'est un souci collectif. Ce sont mes actes, mais ce sont aussi vos actes, et c'est notre problème. Et une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que l'interaction entre cette action individuelle et ce problème collectif, en fait, pour une grande partie, ils sont invisibles pour plein de raisons voilà, d'organisation sociale sur lesquelles on peut revenir après. Donc se déprivatiser, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment faire? En fait, quand on commence à regarder dans des sujets un peu autour de nous, en dehors de l'écologie, on se rend compte que de plus en plus de chercheurs s'intéressent à la recomposition du partage entre la sphère du privé, ce qui est propre donc à une personne, et la sphère du public, commune aux membres d'une même société politique. On peut prendre des exemples dans plein de domaines, que ce soit les questions sexuelles et familiales, voilà, le débat récent sur la procréation, la parentalité autour du mariage pour tous, les identités sexuelles et de genre. On retrouve ça aussi beaucoup dans les questions de santé, les questions numériques avec Internet qui redistribue largement espace privé et espace public, etc. On voit bien que la distinction entre public et privé se brouille tout autour de nous, pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est pas que dans le sens d'un progrès, et que ça traverse aussi la question de l'écologie. Les luttes, si on regarde maintenant l'histoire des luttes, les luttes féministes des années 60 et 70, elles ont clairement ouvert le foyer familial au champ politique. La contraception, le droit à l'avortement, la violence conjugale, le partage des tâches à domicile sont, grâce à ces militantes, devenus des objets légitimes de politique publique. De la même manière qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'énergie, le tri et la réduction des déchets par les ménages sont désormais requis par la puissance publique. On a un même, finalement, on a des formes de correspondance. Alors, il existe un épisode historique plus lointain, sur lequel je vais passer plus rapidement, mais qui, à mon avis, peut un peu éclairer aussi cet échange, c'est celui de la Révolution française. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment dans la Révolution française où, justement, on a essayé de un peu tirer le miel citoyen de la vie intime des gens, en essayant de créer des sentiments politiques. C'est notamment l'historienne Sophie Vanish qui a travaillé sur cet épisode-là. Les révolutionnaires cherchaient un moyen de relier intimement leurs contemporains à la Révolution. Donc, ça a un côté un peu effrayant, parce qu'il y a un côté un peu contrôle des âmes. Mais il y avait viscéralement un projet démocratique dans cette idée, et ça portait une vision, donc, qui était que face à la tyrannie, chacun peut se soulever et résister par la seule force de son sentiment de liberté. Et donc l'idée, c'était comment faire pour attiser finalement ce sentiment de liberté au sein des citoyens. C'est intéressant, note Sophie Vanish, parce que cette période est réputée être celle de l'avènement de l'individu. Et en même temps, ce qu'elle remarque, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs conceptions de l'individu qui cohabitent à cette période-là. Je passe un peu là-dessus, mais ça vaut vraiment la peine de rentrer quand vous avez le temps de lire ces textes dans cette histoire-là. Peut-être juste un petit extrait d'un texte de Saint-Just pour illustrer plus concrètement. Saint-Just écrit dans ses fragments d'institutions républicaines: « La patrie n'est point le sol, c'est la communauté des affections. » Il veut créer des institutions civiles autour de l'école et des fêtes. Il faut que vous fassiez une cité, c'est-à-dire un peuple de citoyens qui soient amis, hospitaliers et frères. Et Sophie Vanish, la chercheuse, donc, pointe un discours de la régénération. Les citoyens doivent retrouver les qualités sensibles et pratiques qui peuvent fonder la civilité du genre humain. Il s'agit de faire entrer la révolution dans les mœurs. Et donc on voit bien, là c'est très clair, comment est-ce que des qualités d'ordre privé, être ami, être hospitalier, être frère, sont entendues dans leur dimension politique. Pour les révolutionnaires, devenir frère produit des effets de responsabilité politique et sociale et crée un lien entre les citoyens, un lien qu'on ne pourrait plus défaire. Donc c'est toute la question de la raison sensible, etc., etc. Et en fait, d'une certaine manière,
on peut faire des correspondances entre cette tentative-là des révolutionnaires et notre situation aujourd'hui d'individus face à la crise climatique. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Finalement, si on prend l'exemple de cette immense marée noire, si vous vous souvenez, au large de la Floride, donc aux États-Unis, en 2010, à l'époque, Barack Obama a parlé d'un 11 septembre de l'écologie. Donc, une phrase très forte pour un président américain, évidemment. Cette déclaration ne fut en réalité suivie d'aucun effet notable sur la politique climatique américaine. Et donc, on pourrait se demander, finalement, qu'est-ce qui serait à la hauteur de ce qu'a été ce projet révolutionnaire, donc là, de la Révolution française, dans notre contexte à nous, aujourd'hui, de bouleversement absolu de notre écosystème et donc des bouleversements absolus de nos conditions de vie et d'existence sur Terre. Est-ce que ce serait l'établissement d'une république des humains et non-humains dans les pays amazoniens? Vous avez fait référence au Buen Vivir, mais voilà, il y a tout ce projet, notamment en Bolivie, en Équateur, en tout cas, qui était un projet théorique, puisque en fait, dans sa mise en œuvre, ça a été très contradictoire, mais il y a eu un moment cette utopie-là. Bon, outre que le constat que ces perspectives paraissent bien lointaines aujourd'hui, rien n'est garanti, si ça se faisait, que ça ébranlerait vraiment les sociétés des pays industrialisés. En fait, puisque le système carbone et la culture du CO2, donc le gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère, donc la plus grande cause du changement climatique, puisque ça, qui caractérise nos pays riches depuis la révolution industrielle, est tellement imbriqué en nous-mêmes, par nos modes de vie, par notre système économique, la mondialisation, tout ce que vous avez décrit précédemment, finalement, il y a une limite à l'analogie révolutionnaire, même si on se dit il faudrait réussir à faire sortir ces sentiments. En même temps, on voit bien qu'on est dans une situation qui est très différente, parce qu'au fond, le despote à renverser, aujourd'hui, quelque part, c'est nous-mêmes. C'est très différent du despote de la révolution qu'on voulait faire tomber. Nous sommes collectivement, par nos pensées, par nos affects, dans notre subjectivité la plus profonde, nous sommes le cœur même de ce système de pollution. Alors, comment faire? Et là-dessus, on peut retrouver des billes dans cet épisode révolutionnaire. La camaraderie, la subjectivation dans l'émotion ne sont pas seulement produites par l'insurrection contre le tyran, elles se nourrissent de ce tissage entre vie personnelle et émancipation collective. Et donc, de la même manière que les révolutionnaires, pour garantir la pérennité de la Révolution, avait voulu édicter de nouvelles règles de vie, la fête républicaine, la généralisation du tutoiement, l'adresse au père comme citoyen, on pourrait se demander qu'est-ce que nous, on pourrait trouver finalement d'équivalent aujourd'hui. Alors, je n'ai pas trouvé l'équivalence exacte, mais je peux citer en correspondance avec ça une discussion que j'avais eue il y a quelques années avec un occupant de la ZAD, de zone d'occupation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, lutte aujourd'hui bien connue, et à l'époque, nous sommes en 2011, donc il y a 5 ans, je rencontre un jeune homme, Antoine, qui arrivait justement de Saint-Denis, et qui vivait depuis plusieurs mois dans un groupe affinitaire, comme on dit, sur un petit espace de cette ZAD. Et que disait-il? Il disait, ce jeune homme, ici, donc sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il faut tout repenser. Et il disait, ce sont 2 révolutions à mener en même temps, la lutte contre l'aéroport et la lutte contre le système économique et politique qu'il représente. Ce que les opposants à l'aéroport appellent lutter contre l'aéroport et son monde, un slogan qui s'est beaucoup diffusé depuis. Donc il disait, il y a d'un côté cette lutte, de l'autre côté, la bataille d'une vie collective, réfléchie, dans l'autogestion, la recherche de l'autosuffisance et la recherche de l'autre. Par exemple, repenser le partage des tâches pour éviter les inégalités de genre. Autre exemple qu'il citait, se débarrasser de ces addictions anciennes, y compris le café et l'alcool, dans leur cas. Éviter les transactions monétaires en pratiquant le prix libre. Donc il y a un non-marché, par exemple, sur la ZAD, où des personnes qui produisent des fruits, des légumes, voire du pain, vendent donc à qui veut, mais à prix libre, chacun met l'argent qu'il veut, les produits qu'ils ont cultivés sur cette terre. S'organiser sans avoir ni de chef ni de représentant, et sans non plus trop se spécialiser, afin de ne pas devenir irremplaçable.
Il faut chercher de l'eau, trouver de la paille pour isoler les cabanes, puisque l'habitat, en grande partie, est autoconstruit, etc., etc. Donc pour ces nouveaux habitants, la ZAD, donc zone d'aménagement différé pour son origine administrative, mais qui est devenue zone à défendre pour les militants, ou encore zone d'expérimentation d'autres modes de vie, ou même zone d'autonomie définitive pour certains. Et en même temps, ce qui m'avait frappé, c'est que lui disait, mais en même temps, on ne veut pas rester enfermé ici, et justement, si je n'ai pas voulu m'installer en yourte dans les Cévennes, expliquait-il, c'est justement pour garder des contacts, avoir du passage, et donc il y a l'idée d'une circulation, etc. Alors, je passe les autres citations, c'est juste pour vous donner un peu une idée d'une illustration, d'une certaine manière. Autre exemple, très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, mais qui m'avait paru intéressant aussi, à peu près à la même période, j'avais rencontré des personnes, alors c'est tout à fait un autre contexte, dans la banlieue de Nancy, qui habitaient dans une zone pavillonnaire et qui souhaitaient rénover leur logement, donc dans un projet de transition énergétique et de rénovation thermique, qui est une des activités qui devrait être appelée à se développer, si on prend l'idée du développement en cohérence avec la transition écologique. Et comme ça coûte très cher de faire ce type de travaux, en fait, ces gens s'étaient auto-organisés pour monter des chantiers autogérés et y rénover chacun les maisons des autres. Alors petit à petit, en mettant le temps, mais c'était à la fois une expérience très concrète de bricolage, mais évidemment aussi une expérience politique de solidarité, mais aussi amicale très forte. Et donc ces trois dimensions se mêlaient complètement. Et pour terminer, à mon avis, ce que ça peut illustrer par rapport à la question qu'on se posait au début, c'est l'idée que la sphère individuelle peut rester un espace d'invention de soi, être une scène de résistance et de créativité. Et donc, si nous sommes nos propres despotes et nos propres despotes à faire tomber pour réagir au changement climatique, en même temps, nos modes de vie ne sont pas ataviques. Ils sont malléables, il en existe plusieurs usages. Se penser, se construire comme usager revient à s'envisager soi-même par rapport aux autres. C'est jouer collectif, prendre en compte les autres. C'est une esquisse de politique et à mon avis, c'est une des voies un peu couvre la décroissance. C'est-à-dire l'idée que la décroissance, c'est pas simplement la critique, évidemment, de la croissance comme étant une illusion, en fait, une forme d'utopie, il n'y a plus de croissance économique possible, et par ailleurs, cette croissance n'est pas souhaitable pour les décroissants parce qu'elle ne fait qu'accélérer la détérioration du cadre de vie, donc il y a cette dimension-là dans la décroissance, mais il y a aussi complètement autre chose qui est tout ce laboratoire d'expérimentation sociale, mais qui marie assez bien la dimension, le projet collectif et la dimension individuelle. Et donc il y a à la fois cette dimension rupture de banc, sortir du jeu, donc sortir du capitalisme, sortir du marché pour ceux qui vont aller le plus loin, par exemple là-dedans, mais aussi recréer des conditions de convivialité, de partage, etc. Ce sont des petites briques pour contribuer à un changement de système, et on va dire à chaque fois, et c'est évidemment la grosse critique, et je termine là-dessus, ça veut dire, bah oui, mais bon, ton action individuelle, qu'est-ce qu'elle peut changer, qu'est-ce qu'elle peut améliorer face à des bouleversements aussi gigantesques. Effectivement, toute seule, cette petite action individuelle, elle ne pourra rien faire, mais c'est le début de quelque chose, et au fond, c'est le minimum requis. Et je terminerai là-dessus. Et merci beaucoup de votre attention.